Beaucoup de jeunes porteurs d'idées brillantes rêvent d'avoir un impact, de changer les choses, de créer des solutions qui transforment la société. Mais les grands projets qui changent le monde ne naissent pas d'un simple financement extérieur. Ils prennent vie grâce à des modèles solides, à une vision stratégique et à des ressources bien exploitées. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur la RTE 91.3 MHz pour ce nouvel épisode de Jeunesse on en parle, une émission où la jeunesse s'exprime, partage et trouve des solutions. Un projet peut se financer autrement. Il peut devenir autonome. Il peut grandir sans être suspendu aux aides publiques. Comment financer un projet social sans dépendre des subventions? C'est le thème de ce nouvel épisode de Jeunesse, on en parle. Merci chers auditeurs pour votre fidélité à ce programme. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne, Madame Amourdedi qui est de l'autre côté à la régie, Monsieur Michel Takem qui supervise l'émission. Merci également à Sage Précieux. Pour cet épisode, donc pour répondre à cette question, comment financer un projet social sans dépendre des subventions, je suis avec un invité exceptionnel, Madame Mariam. Bonjour Madame Mariam. Bonjour Emerléon, merci pour la confiance, merci de m'avoir invité à cette émission, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup, on est très content de vous avoir sur ce plateau de Jeunesse on en parle. Comme je vous l'ai dit en off, Jeunesse on en parle, c'est une émission qui est dédiée à la jeunesse. Ici on fait, on va dire, la promotion de la jeunesse. On aborde des thèmes pour pouvoir sensibiliser les jeunes, les outiller, parce qu'aujourd'hui on sait que la jeunesse est au centre de tout, mais ces jeunes doivent être outillés. C'est vrai qu'on a des jeunes compétents, intelligents, mais si tout ça n'est pas cadré, s'il n'y a pas des gens qui viennent cadrer cette jeunesse-là, ça sert à rien tout ça. Et voilà pourquoi on a besoin de vous, des gens comme vous qui avez de l'expérience pour pouvoir sensibiliser cette jeunesse, parce qu'on sous-entend que vous êtes passé par là. Vous n'êtes pas si vieille que ça, on va dire, mais je vais dire que vous avez un pas d'avance sur nous, donc vous avez une autre vision des choses parce que vous avez un meilleur recul que nous qui sommes plongés dans cette jeunesse-là. Et avoir ce partage d'expérience, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Et donc voilà pourquoi on est très très content de vous avoir sur ce sujet, comment financer un projet social sans dépendre de subventions. Et donc avant d'aller réellement dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter parce qu'il y a sans doute des gens qui écoutent cette émission et qui ne vous connaissent pas. Donc je vous laisse le temps de vous présenter. Merci beaucoup Emerléon. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Avant de me présenter, je voudrais juste rebondir sur tout ce que vous avez partagé, que j'ai trouvé vraiment très pertinent. Alors, je ne sais pas si je sais plus que certains jeunes ici au Congo et dans le monde, je dirais juste que j'ai une autre expérience. J'ai une autre expérience de la vie. J'ai une autre expérience qui est liée effectivement à mon âge, puisque je dirais pas que je suis vieille, mais dans les critères que la société donne, peut-être que je ne réponds plus à ces critères d'âge liés à la jeunesse. Après, je dirais pas que aujourd'hui, la jeunesse, effectivement, elle a besoin d'être outillée et que si elle n'est pas outillée, ça ne sert à rien. Non, je dirais pas que ça ne sert à rien, les compétences de cette jeunesse, mais je dirais que effectivement, si elle n'est pas outillée, elle risque de mal être cadrée. Toutefois, les compétences ne servent pas à rien. Voilà, c'était juste sur ça que je voulais rebondir. Je m'appelle Mariam Kangou, je suis entrepreneur social. Voilà, ça fait 20 ans. Un peu plus de 20 ans que j'ai évolué dans le métier du social et vraiment je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à toutes les personnes également que j'ai pu côtoyer, accompagner, qui m'ont mentoré également pour faire de moi aujourd'hui l'entrepreneur social que je suis et qui peut aujourd'hui se partager. Voilà, partager les acquis, partager la petite expérience que j'ai aussi. Je travaille actuellement, je suis présidente de la Fondation Angélus, donc qui est la fondation d'entreprise de l'Archer, du groupe l'Archer. Et puis j'accompagne également le projet Osiane qui est porté par l'association Pratique. Et à côté de ça, voilà, j'ai mon association aussi. Je suis présidente et fondatrice de l'association L'émotion solidaire qui a vocation à accompagner les projets à impact social prioritairement portés par des femmes partout dans le monde. Voilà. D'accord. Il y a aussi le mois de la femme qui arrive. Ça annonce les couleurs, on va dire. On est le 11. On annonce les couleurs aussi de ce mois-là. J'ai écouté votre présentation. Vous avez dit que vous êtes entrepreneur social. Exactement. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent, mais on ne sait pas. Généralement, quand on parle d'entrepreneur seulement, on ne fait pas tout de suite la différence entre un entrepreneur, disons, un peu classique et un entrepreneur social. Vous, quand vous vous présentez en tant qu'entrepreneur social, c'est quoi la différence en fait ?
Je dirais que la différence est liée à la notion du social. Voilà. L'entrepreneur, on va dire classique, a une notion de rentabilité liée à son entreprise, à son chiffre d'affaires pour pouvoir avoir du rendement. Là, l'entrepreneur, moi, en tant qu'entrepreneur social, je considère que mon rendement va être lié à l'impact social que je vais avoir sur l'humain. Quel est le bien que je vais pouvoir faire à l'humanité de l'autre? Voilà comment je perçois la notion d'entrepreneuriat social prioritairement. Ce que j'ai pas précisé, c'est que je suis assistante sociale de formation. Donc, dans tout mon parcours professionnel, j'ai accompagné des parcours de vie qui avaient besoin à un moment donné de pouvoir être réparés. Mon but, c'est pas de faire du bénéfice à proprement parler. J'ai un chiffre d'affaires, je fais des bénéfices et puis je vais me rémunérer ainsi que mes actionnaires. L'entrepreneuriat social va effectivement et doit, je crois, faire du bénéfice, mais ce bénéfice-là, il n'est pas repartagé comme en entreprise. Il va être redistribué, par exemple, dans la formation des individus, dans le développement des compétences des individus, dans les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, donc tout ce qui est lié aux compétences psychosociales et à tout ce qui est lié aussi à l'intelligence humaine, ce que moi j'appelle l'intelligence humaine. D'accord. Et comment vous faites pour vous retrouver là? Donc, à quel moment de votre vie vous vous dites, tiens, je vais faire ça en fait? Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on grandit, on a tous besoin, il y a toute cette envie-là de devenir, d'avoir des grandes entreprises, disons comme on voit en Europe, les Steve Jobs, partout en Amérique et tout, on a ces aspirations-là en tant que jeune. Vous, à quel moment vous dites que je vais pas mettre le profit en premier, je vais mettre en premier ce côté où vraiment je vais accompagner les autres, aider, apporter de l'aide en fait. Je vais me rendre disponible pour les autres. Je sais pas à quel moment c'est arrivé. Moi, je pense que ça m'est tombé dessus parce que Dieu a fait ce choix-là, je pense, pour moi. Si ça tenait qu'à moi, je ne ferais pas ce métier-là. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être architecte d'intérieur. Je rêvais d'être une businesswoman. Je le suis. Voilà. Mais peut-être pas comme moi, je l'imaginais. Je considère être le Steve Jobs de l'humain. On va dire ça comme ça. Ok, architecte d'intérieur. Aujourd'hui, vous aidez à travers vos actions, vous aidez les gens, vous aidez à réparer des cœurs, à remettre les sourires sur le visage des gens. Je pense que c'est toujours dans le même sens. Vous êtes là à donner de la beauté au cœur brisé, je pense, à travers vos actions, vous redonnez le sourire à ces enfants qui ont perdu le sourire ou à toutes ces femmes. Parce que je pense que par rapport à ce que vous faites, il y a des gens qui voient ce parcours et qui sont inspirés en fait. Vous devenez un modèle pour des gens, les gens qui vous regardent, votre entourage. Et même si dans notre culture, on n'a pas cette facilité-là d'aller voir la personne pour lui dire que tu m'inspires ou bien. Mais je pense que derrière, il y a beaucoup de gens qui vous regardent, qui se disent que heureusement que vous avez eu ce courage de faire ce que vous faites. Parce que ça les inspire, je pense. Je l'espère, en tout cas. Je suis très émue, en tout cas par ces mots-là, je ne m'y attendais pas. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un choix. J'ai fait le choix d'être à disposition des autres. Je crois en l'humanité de tout à chacun. J'ai rencontré beaucoup de parcours. Des gens qui ont fait des belles choses, mais aussi des personnes qui ont fait des choses qu'on dirait de mauvaises. Mais je ne crois pas que c'est ce qui qualifie la personne. C'est pas ce que tu as fait de mal ou de bien qui te qualifie. Moi, je crois que c'est ce que tu sais de toi. Et moi, à un moment donné, dans le parcours de la personne, je viens donner mon regard. Le regard que Dieu me donne de l'autre, sans jugement. Avec une certaine réalité. Effectivement, tu as fait ça a engendré telle et telle conséquence. Mais ça ne met pas un point à ton histoire. On va juste prendre ça et puis aller raconter autre chose. Voilà, c'est ce que je suis et c'est ce que je donne. Je ne peux pas donner ce que je ne suis pas. Et c'est ce que je nourris au quotidien. Et voilà ce qui m'a amené aujourd'hui à être là devant toi et à partager mon parcours et à me battre pour dire que oui, effectivement, la dignité de l'autre doit être respectée. La dignité de l'autre doit vivre. On doit reconnaître l'autre dans ce qu'il est parce que en le reconnaissant, on le replace dans un écosystème et cet écosystème-là peut grandir. Cet écosystème-là peut briller et cet écosystème crée de la richesse. Moi, je ne crois pas qu'il faille qu'on soit tous au même endroit. Parce que ça crée un embouteillage. Lorsqu'on prend la route, bon là moi je découvre encore, non je découvre plus le Congo. Brazzaville en tout cas ça va.
On va dire le Congo, je le découvre encore. Mais là, si on est à Nelson Mandela et qu'on prend tous et toutes cette rue-là, on va créer un embouteillage. Alors que peut-être à côté, il y a d'autres rues qu'on peut prendre. Et que ces rues-là vont toujours nous amener à destination. Peut-être qu'effectivement, on va devoir faire un détour. Mais ce détour-là, il n'est pas pour rien. Dans ce détour-là, on va découvrir des belles choses. On va découvrir peut-être des choses un peu moins bonnes. Mais on va découvrir soi. Et c'est ce soi-là qui va nous amener à destination. Tout en faisant briller notre écosystème. Et si on fait briller notre écosystème, on crée de la richesse. Si moi, je peux t'accompagner à devenir le meilleur informaticien que t'es, en regardant en toi, ton cœur, ton humanité, tu vas devenir le meilleur informaticien. Et en devenant le meilleur informaticien, tu vas rendre un service beaucoup plus productif à ton employeur. Ton employeur va être beaucoup plus satisfait. Les clients vont être beaucoup plus satisfaits. Donc, ça va générer un effet boule de neige. Et c'est cet effet boule de neige qui va faire grandir et grossir cet écosystème-là. Pour autant, les gens ne sauront pas que Mariam a rencontré Emerléon et puis lui a dit peut-être 2-3 mots. Mais c'est pas grave. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que ça va créer comme richesse. Et effectivement, il faut de tout pour faire un monde. Et moi, je me positionne dans ce tout-là. Voilà. D'accord. J'aime bien ces mots-là. Ça rassure et je pense que ceux qui vont nous écouter vont surtout prendre le temps de méditer sur ces paroles. Je vais oser dire ça comme ça. Parce que c'est important. Sinon, si on parle à des gens qui prennent pas le temps vraiment d'apprécier, c'est tout ce qui se dit, ça sert à rien en fait. Moi, je dis souvent, c'est que c'est même dans 10 ans plus tard, si je rencontre au moins une personne qui me dit que j'ai changé ma vie ou encore je vois autrement la vie parce que j'ai suivi une émission de toi, je pense que j'ai tout gagné, même si c'est pas des millions de gens, mais une seule personne, je pense que, comme vous avez dit, lui sans doute, il va toucher des gens et ça va créer quelque chose de grand derrière. Alors, le thème, c'est comment financer un projet social sans dépendre des subventions. Et comme j'ai dit au début, c'est que aujourd'hui, les jeunes sont très, très actifs. Les jeunes aujourd'hui veulent mettre en place des initiatives. On se confronte au point du financement. On se pose la question de savoir comment est-ce que je vais financer mon projet ou mon activité et tout. Et aujourd'hui, même, ça freine ceux qui ont des compétences parce qu'ils se disent que c'est vrai que j'ai des compétences, mais sans l'argent, je ne peux pas agir. Et je pense que si on apportait une certaine lumière à cette question-là, et je pense je vais poser une première question, c'est de savoir c'est quoi vraiment la place de l'argent dans un projet social. Alors, moi, je dis toujours, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Très clairement. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Après, il faut être mesuré. L'argent, effectivement, c'est le nerf de la guerre. L'argent permet de. L'argent ne doit pas être le moteur central. L'argent est un moyen pour arriver quelque part. Ce qui doit être le moteur, c'est la vision. Le pourquoi on fait les choses. Toujours se rappeler. Moi, je crois que si on est au clair avec sa vision, toutes les ressources dont on va avoir besoin sont là. Et on aura assez d'intelligence pour repérer ces ressources et organiser ces ressources-là autour du pourquoi on fait les choses. Mais ok, on se dit aujourd'hui, ici au Congo, malheureusement, on a encore trop d'enfants dans les rues qui, suite au décès des parents, qui, suite à un événement familial brusque, se retrouvent à la rue. On veut créer un orphelinat, etc. Ça part d'une bonne intention. Je dis souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça part d'une bonne intention, c'est très bien. Mais pourquoi on le fait? Quelle est la vision? À quoi on vient répondre? Est-ce que ça correspond à ce que on est appelé à faire dans la vie? Peut-être qu'on ne doit pas créer l'orphelinat. Hein. Peut-être qu'on doit se placer à un moment donné pour être un mentor des enfants qui seront pris en charge par l'orphelinat. Et là, à ce moment-là, on va se placer au bon endroit et ce qu'on doit donner va être créateur de richesse. La vision, c'est de se dire, ok, moi je vais participer à un monde de paix. Je veux et je crois, moi Mariam, profondément, que je participe à créer un monde de paix. Que chacun et chacune, au moins une fois dans sa vie, puisse expérimenter le bonheur. Ça, c'est ma vision des choses et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour cette vision-là. Maintenant, comment je réalise cette vision? Je me suis posé 15 000 questions. Comment je vais réaliser cette vision-là? Avant, j'avais même pas de conscience de cette vision. Voilà, j'ai appris le métier d'assistante de service social et puis j'ai évolué. Je suis devenue responsable dans une institution, on va dire, publique. J'ai créé mon association. Aujourd'hui, je suis au Congo, etc. Ma mission, j'ai compris que c'est d'accompagner les personnes à développer des compétences pour avoir un impact social positif.
C'est comme ça que je réponds à ma vision. Maintenant, ma mission, c'est d'accompagner et j'accompagne. Je vais accompagner par différentes manières. J'accompagne en créant mon association, en étant présidente de la Fondation Angélus, en étant là aujourd'hui et je développe mes compétences. Je me forme au maximum. J'apprends de tout et de tout le monde. Ok, aujourd'hui, il y a un projet en impact social. La première chose, ma première mission, c'est de croire aux gens. Croire aux gens, ça ne veut pas dire que je crois, on y va de façon déraisonnée, etc. Ma manière de croire, c'est de structurer et de mettre au bon endroit les compétences et les personnes. Parfois, je vais être un peu dure, je vais être rude, mais en tout cas, il faut pouvoir, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il faut pouvoir outiller les personnes. Et outiller les personnes, c'est aussi les mettre au bon endroit. Après, moi, je laisse toujours le choix. J'impose rien. Donc, un projet à impact social, c'est se dire, OK, j'ai ce projet-là, mais quelle est ma vision ? Pourquoi je fais les choses ? Quelle est ma mission ? Peut-être ma mission, ça va être, comme je disais tout à l'heure, être mentor. Peut-être que ma mission, ça va être de travailler ou être entrepreneur, monter mon entreprise et me dire que chaque mois, je réserve telle somme pour tel projet. Ou bien, je vais être mentor, je vais faire du mécénat de compétences. Je réserve tant d'heures par mois pour mettre à disposition ma compétence. T'es informaticien, ok, aujourd'hui, il faut accompagner des personnes à devenir meilleures en informatique. Je vais mettre à disposition 10 heures par mois de façon gratuite et bénévole pour accompagner un certain public à devenir meilleur en informatique. Donc, voilà comment moi je perçois aujourd'hui la notion de projet à impact social. D'accord. Je pense que cette précision était importante. J'ai bien aimé la façon dont vous avez présenté les choses parce qu'aujourd'hui, on se dit que pour pouvoir agir dans le social, on va dire, il faut forcément créer son association à soi et après mener des actions dans ce sens-là. Mais par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire que déjà, vous parlez de la vision et tout, donc ça veut dire que chaque jeune ou chaque personne qui veut faire, même pas seulement dans le social, mais peu importe ce qu'il veut faire, il doit apprendre à se poser donc des bonnes questions. Quelle est ma vision, où est-ce que je vais aller, pour connaître en fait son positionnement, en fait, quel positionnement il aura sur le marché. Si mon positionnement c'est d'être mentor, comme vous avez dit, si je crée l'association, je suis hors jeu en fait. Je pourrais pas agir comme il le faut en mettant vraiment mon plan potentiel en exercice. Peut-être que je vais commencer à m'ennuyer par rapport à cette fonction-là, mais il faut vraiment connaître ce que je veux dans la vie et à partir de là, je connais mon positionnement par rapport au marché, comment les choses fonctionnent. Est-ce que je vais être mentor, est-ce que je dois créer mon entreprise et après avoir un côté social dans cette entreprise-là pour pouvoir accompagner. Et je pense que c'est vraiment essentiel de poser ça. Comme ça permet aux gens de bien réfléchir, de se poser les bonnes questions avant de se lancer juste rapidement parce que aujourd'hui, il y a aussi ce suivisme-là qu'on voit. L'autre a une association, il se fait connaître, il mène des actions, il est subventionné. Moi aussi, je pense que je dois créer aussi pour que je sois connu, pour que j'ai des subventions aussi. Il y a ce complexe aussi qui naît. Et je pense qu'il y a d'autres qui n'ont pas peut-être cette qualité, on va dire, de devenir fondateur d'une association. Mais parfois, ton objectif de vie, c'est peut-être travailler avec quelqu'un qui en a déjà une et puis faire chemin ensemble. Oui. Et je pense que c'est vraiment essentiel ce que vous venez de dire. Je vais rappeler le thème, c'est comment financer un projet social sans dépendre des subventions. Oui. Là, on pose les bases en fait de tout ça avant de parler réellement argent. Exactement. Je pense que c'est essentiel que le montage soit déjà bon. Oui. Voilà. Moi, je vais juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait que d'autres vont se dire « Ok, lui, il a monté son asso, il a eu quelques subventions. » Moi, je pense qu'il faut réfléchir, c'est l'impact à long terme. Le court terme, d'accord. Il y a un bim tout de suite, ok. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Chacun d'entre nous a un leadership. Moi, je crois au leadership de tout à chacun. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, j'ai plus de leadership que toi. C'est faux. On va avoir des leaderships différents et qui vont se positionner différemment. Lorsque j'étais encore sur Paris et que je manageais des équipes dans cette fameuse institution, je disais que même la femme de ménage a un leadership. Si la femme de ménage n'exerce pas son leadership, je vais arriver, le bureau va être sale. À l'époque du coronavirus, ça va être la catastrophe. On allait se contaminer, ça veut dire que c'était contagieux. Bon bref, elle mettait en place des choses qui nous permettaient de pouvoir venir travailler dans un environnement plus ou moins sain.
Parce que elle avait un leadership qui le permettait. Elle avait mis en place toute une stratégie. Elle arrivait avant tout le monde, elle repassait, etc., etc. On n'avait pas besoin de lui dire quoi que ce soit parce que elle avait une vision claire de ce qu'elle voulait apporter dans l'écosystème dans lequel elle était. Donc, c'est pour ça que effectivement, on va se dire, bon, un tel a créé son association, il a pu avoir des subventions, etc., etc. Moi aussi, je vais créer mon association. Et puis, tu te retrouves, t'as pas de subvention. Parce que moi, je crois que l'impact social répond à une vision. L'entrepreneur à succès répond également à la vision qu'il a. Aujourd'hui, on voit des entrepreneurs à succès parce que ils ont répondu à une vision. Quand on me demande, mais comment on fait pour avoir la vision? Moi, je dis, prends ton rêve le plus fou. Mais vraiment le plus fou. Les gens disent, ouais, mais t'es folle ou t'es fou. Mais comment tu vas y arriver? Bats-toi pour ça. Bats-toi coûte que coûte. Moi, on m'a dit, Mariam, toi, tu crois en la paix dans le monde? Oui, je crois en la paix dans le monde. On m'a dit, oui, toi, tu crois en l'amour? Oui, je crois en l'amour. Non, je crois. Tu peux tout me raconter. Je crois. Et je vais t'aimer comme on t'a jamais aimé. Parce que je sais que j'ai un réservoir plein. Et je sais où est-ce que, lorsque mon réservoir se vide, je sais dans quelle présence je vais aller me retrouver pour me recharger. Et voilà ce qui m'amène aujourd'hui à me dire, ok, j'aurais pu continuer ici au Congo à gérer, à développer mon association L'émotion solidaire. Mais par rapport à ma vision, je me suis dit, je vais m'inscrire à accompagner, à répondre à ma mission pour que ma vision puisse vraiment en tout cas, je puisse vraiment la vivre, qu'elle puisse vraiment avoir de l'ampleur et de l'impact. C'est pas que j'ai laissé mon association de côté, non. J'ai fait le choix de répondre à ma vision. Ok, on s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Les gens m'ont dit, ouais, t'es folle. Oui, je suis folle. Il n'y a pas de problème. Mais le pourquoi je suis venue sur cette terre, en tout cas, je vais le manifester. D'accord. Voilà. Et comment donc on peut financer un projet social sans attendre de l'aide, sans dépendre des subventions ou encore de l'aide extérieure? Disons, là on est en train de construire un projet social avant qu'on puisse prendre en compte l'aide externe. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes ou en tant que créateurs d'un projet social ou bien fondateurs d'une association et tout, qu'est-ce qu'on peut déjà faire pour pouvoir mettre toutes les bases financières en place? Ok. Bon, moi, je dirais pas qu'il ne faut pas compter sur les subventions. Il y a deux types de subventions. Il y a les subventions publiques et les subventions privées. Voilà. C'est de faire un état des lieux. Donc, lorsqu'on crée son association, l'association va porter le projet. Quel est le projet? On va regarder les ressources également qu'on a autour de ce projet. À l'intérieur de l'association, ça se trouve qu'on a des ressources. Les ressources humaines. La première ressource, elle est humaine. Quelles sont les compétences des différents acteurs qu'il y a dans l'association? On ne crée pas une association seule. L'association, c'est la vision commune, le projet commun de différents acteurs qui vont se dire, ok, nous, on veut participer à améliorer telle et telle chose. Ok, très bien. On se met ensemble. Et là, l'association se fait. Puis après, on va monter les statuts pour juridiquement, l'association est une entité. On va, dans cette association-là, porter plusieurs projets. Ces projets-là vont avoir besoin de ressources pour pouvoir se mettre en œuvre, se développer dans son écosystème. Ok. Donc, il va y avoir différents types de ressources. C'est d'identifier ces types de ressources-là. Effectivement, il va y avoir les subventions publiques, les subventions privées, et puis ce que l'association va pouvoir générer. Les gens pensent que l'association doit uniquement dépendre des subventions. Non. L'association doit avoir un modèle économique hybride. Je pense aujourd'hui, puisque au regard de l'économie actuelle, etc., il n'y a plus autant d'argent qui est donné aux associations. Donc l'association doit faire preuve d'innovation. Les personnes qui font l'association doivent innover pour apporter des richesses au niveau de leur trésorerie. Donc vous avez plusieurs choses. L'une des premières choses que moi je conseille aux personnes, c'est la prestation de service. Qu'est-ce que le pourquoi de l'association répond à un besoin? Ce besoin-là, les personnes de l'association vont y répondre. Aujourd'hui, on va créer une association pour accompagner les jeunes à développer des compétences autour de l'intelligence artificielle. Parce que c'est le sujet du moment, parce qu'on se rend compte que l'IA prend beaucoup de place dans le quotidien. Que ce soit dans le quotidien professionnel, que ce soit dans le quotidien d'un élève, d'un étudiant, etc., 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 l'IA prend de la place. Donc, on constate qu'il y a une fracture liée au numérique et notamment une fracture qui est liée à l'intelligence artificielle. Bon nombre de jeunes ne sont pas outillés pour aujourd'hui utiliser l'intelligence artificielle. Donc, on constate ça. Et puis, toi et moi, et Merlin, on va se dire, ok, on est habité par ce sentiment où il faut réduire la fracture numérique au Congo
en proposant des formations autour de l'intelligence artificielle. On crée notre association et puis autour de nous, il y a un engouement et on a des bénévoles. Qui sont outillés à ça. Et puis on va se dire, on s'est formé, on a fait telle certification gratuite. Telle et telle certification gratuite, c'est une ressource parce que c'est une compétence qu'on a développée. On a passé une semaine, 120 heures à se former à une utilisation optimum de ChatGPT. C'est une valeur monétaire. Il ne faut pas se dire, non, je me suis formé, puis voilà, tac. Non, ça c'est une richesse. Tout est source de richesse. Pour le moment, il n'y a pas de subvention ici au Congo qui permettent de pouvoir financer un projet pour former une centaine de jeunes autour de l'intelligence artificielle. Le gouvernement n'a pas le budget alloué à ça. C'est pas grave. On va se dire quoi ? On va dire que toi et moi, aujourd'hui, on a cette compétence. Moi, j'y crois profondément. Personne ne viendra me dire que je n'ai pas cette compétence. J'ai cette compétence. T'inquiète, à la même hauteur que Elon Musk et ses équipes. On va monter un atelier avec un objectif précis. On va étudier notre écosystème. Aujourd'hui, les entreprises à Brazzaville n'ont pas la ressource pour former ces agents à l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment en lien avec le pack Office Microsoft 360. Microsoft 360 a sa propre IA. Nous, on s'est formés. On va aller démarcher les entreprises. On va leur dire, voilà, nous, on a monté un atelier qui a pour objectif de démocratiser l'intelligence artificielle au sein de vos équipes pour leur permettre d'être beaucoup plus productifs, d'être beaucoup plus rentables et d'aller beaucoup plus rapidement à effectuer des tâches administratives, des tâches de comptabilité, etc. au quotidien. Vos équipes vont être beaucoup plus productives grâce à cette formation. Effectivement, ça a un coût, c'est un investissement. Cet investissement, voilà ce que nous, on vous promet. On forme les équipes. On monte des indicateurs, des KPIs. Au regard de tout ça, est-ce que l'équipe, le chef d'équipe, ou en tout cas le chef d'entreprise, est d'accord avec tout ça? Mais nous, on vient avec une compétence. On va monter cet atelier, on va animer l'atelier pour une semaine. On va dire, on a formé une 50aine de personnes de l'entreprise et puis on a vendu ça à 1 million. On a vendu ça à 1 million de francs CFA. C'est nous, en tant que bénévoles de l'entreprise, qui avons fait ça. C'est 1 million de francs CFA. Avec le conseil d'administration de l'entreprise, on va décider qu'est-ce qu'on va en faire. Ces 1 million entre dans la trésorerie. On n'a pas été chercher des subventions, mais on a créé une richesse de par nos compétences. C'est pour ça que je dis qu'il faut être au clair avec la vision. Il faut savoir à quoi répond l'association. De ces 1 million-là, on va se dire, c'est pas assez. Parce que nous, on doit acheter des tablettes, on doit acheter des logiciels pour former tous ces jeunes-là, cette centaine de jeunes qu'on veut former, etc. 1 million, c'est pas assez. On va continuer à démarcher les entreprises, notamment privées, qui ont des projets RSE, qui ont une structure ou un service de la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui souhaitent œuvrer au bien-être de son écosystème. On va préparer un projet, leur dire, nous, notre objectif général, c'est de former une centaine de jeunes avec des critères de vulnérabilité sur l'outil de l'intelligence artificielle pour leur permettre de pouvoir être autonomes dans leurs études. S'ils sont autonomes dans leurs études en utilisant l'IA, ils ne vont pas uniquement compter sur les professeurs. Parce que s'il faut rajouter un cours, il faut payer. Là, on leur permet de ne pas payer un cours tout en leur permettant d'être autonomes avec l'intelligence artificielle. Comment on va utiliser ChatGPT pour avoir ton cours d'histoire? Parce que si tu demandes à ChatGPT, il peut te sortir tous les cours d'histoire. Exactement. Tu vas avoir l'impression de perdre ton temps. Mais si tu as la bonne pratique, ça va aller vite. On vient présenter ça à l'entreprise. Voilà, en investissant dans ce projet-là à hauteur de 1 million, vous participez à former une centaine de jeunes. Cette centaine de jeunes, c'est les leaders d'aujourd'hui et de demain. Cette centaine de jeunes, ces jeunes qu'on va former à l'IA, par exemple, le jeune qui vient, de Djata, va lui aussi pouvoir créer une autre richesse. Ça va avoir un effet boule de neige. Il va se dire quoi, ce jeune-là? Nous, on va aussi le former à des techniques d'entrepreneuriat. Il va se dire, je sais aujourd'hui utiliser ChatGPT. Je vais demander au maire ou aux députés de me prêter une salle pour former à hauteur de 1 000 francs, un samedi matin pendant 4 heures, une 50aine de jeunes. Il a créé aussi une richesse. Voilà l'impact, quand on dit de l'impact social. Il se multiplie. L'entreprise, elle va avoir un gain, un profit. Parce que le jeune que vous allez former, c'est un jeune qu'elle aussi va pouvoir récupérer. Donc, elle va gagner de l'argent et du temps en RH et en compétences. Pour cela, il faut être structuré. C'est pas de tout d'aller dire à l'entreprise, moi je vais faire ça, etc., etc. Voilà votre rentabilité et le gain en investissant dans ce projet-là. Donc, sans compter sur les subventions publiques,
là, parce qu'on est structuré, parce qu'on sait où on va, parce qu'on a mis en place des choses, on a travaillé, on a investi. Ça se fait pas comme ça, un claquement des doigts. Non, c'est pas vrai. Faut travailler. On a travaillé, on s'est formé et on a su pour l'entreprise créer 2 sources de revenus. Voilà. C'est vrai que c'était lent, mais quand même très instructif parce que vous avez tout détaillé d'une certaine manière, quoi. Je pense que ceux qui vont écouter, s'ils sont très attentifs, tout a été donné en fait pour pouvoir. Vous avez parlé dès que vous parlez de structure, ça montre que déjà derrière c'est tout c'est pas par hasard que je me lève, je me dis que je vais former les gens. Après je vais voir les entreprises. C'est tout un travail. Je dois travailler sur mon document. Comme ça, il se présente bien. Il présente bien les objectifs, tout ce qu'on veut atteindre. Ce que l'entreprise qu'on va voir va gagner. Et surtout, vous avez mis le point sur les ressources parce qu'aujourd'hui, les ressources, vous parlez des ressources humaines, on a au niveau des associations ou encore de nos groupements de jeunes parce que généralement, on ne met pas trop l'accent là-dessus. Et là, on se rend compte qu'on a une grosse richesse dans les associations parce que quand on se met ensemble, chacun vient avec ses compétences, même s'il y a 2 qui ont pratiquement les mêmes compétences, mais quelque part, chacun apporte quelque chose. Et si on essaie de capitaliser sur l'expertise de chacun, on peut réellement créer, comme vous avez dit, des formations où on met en place des activités pour attirer des gens qui vont peut-être payer des coûts moindres parce que c'est une association, vous avez dit. Exactement. Il y a ce côté-là social qu'il faut mettre en avant. Et c'est vraiment important ce que vous dites parce que vous montrez carrément comment est-ce qu'il faut réagir lorsqu'on a une idée de projet. Déjà là, on a cette notion de voir avec qui on se met ensemble pour pouvoir aller dans une association parce que quand on se met ensemble avec quelqu'un, vous avez parlé de vision. Donc quelque part, on doit voir si nos visions correspondent. Si on voit les mêmes choses, il y a l'objectif que ça va ensemble parce que si on se met ensemble et que les visions ne vont pas ensemble, ça diverge, on va pas forcément aller loin. Il y aura beaucoup de luttes pour pouvoir construire quelque chose de solide. Donc là, on voit carrément, il y a cette notion de savoir avec qui je suis, avec qui je me mets pour pouvoir atteindre l'objectif que j'ai, l'objectif de vie, si on va le dire comme ça. Et on va voir les entreprises, mais avant, on doit travailler nous-mêmes. Vous avez parlé de la formation des membres de l'association parce qu'ils doivent se former, acquérir des compétences. Il y a aussi cette certification qu'il faut avoir par rapport aux compétences qu'on a. C'est au moins, même si on a des compétences, on est sûr de nos compétences, mais quand on a un certificat, quelque chose qui atteste que vraiment qu'on a réellement ces compétences-là, ça peut apporter quelque chose, surtout quand on va voir les grandes entreprises. Ils ont besoin d'être rassurés aussi que vraiment tu as la compétence que tu veux venir vendre ou partager avec leurs employés. Donc c'est vraiment important, je pense que c'est ce que vous venez de dire, c'est important, ça pose toutes les bases, c'est même tout le sens même d'une association parce que toute la réalité, c'est une masterclass qu'on a pris un peu là. Je pense que c'était une bonne leçon d'apprentissage là. Donc le thème c'est comment financer un projet social sans dépendre de subventions. Là vous nous avez dit à partager quelque chose de très très important. Si cette chose est bien appliquée, on aura des retours tout de suite. On aura des retours. En tout cas tout de suite, je sais pas. Bon. En tout cas il y aura des retours. Je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit sur la notion de compétence. Une association, c'est aussi l'alliance de plusieurs personnes. Et donc, quand on fait alliance comme ça, on se met d'accord sur le fait que moi, je sais faire quelque chose et je vais le mettre à disposition de l'association. Okay ? Parce que c'est ma richesse. C'est ce que je viens donner pour que l'association aussi puisse créer de la richesse. Et comme l'association, c'est une alliance entre plusieurs personnes, c'est dire, ok, Emer Léon et moi avons fait alliance, j'accepte d'investir aussi en toi. Ok. Le peu que j'ai ou qu'on a des cotisations, on va payer une formation à Emer Léon pour nous permettre de pouvoir justement développer des formations, développer des compétences, etc. On a parlé de cette première source de revenus qu'on peut créer. Il y a d'autres sources aussi de revenus qu'on peut créer, mais qui sont liées peut-être là à des subventions privées. Mais il faut pouvoir développer des compétences qui sont liées à l'ingénierie de projet pour répondre à cet appel à projet. Ce que j'ai constaté ici, c'est que très peu d'associations voient grand. Il faut voir grand. Il faut voir son impact dans le monde, pas restreint son quartier. Tant mieux si on a un impact à Wenze, Jata, etc. Moi, je suis de Wenze, donc mon impact, si je l'ai à Wenze, je suis trop contente. C'est bien, mais je veux pas que ça. Je veux plus. Je veux rayonner partout dans le monde. Et je veux même que, aux États-Unis, la fondation de Michelle Obama m'appelle, me dise, écoute, Mariam, ce que tu as fait dans ton quartier, moi, je veux ça chez moi à New York. Je vais te raconter l'histoire d'un collègue entrepreneur social qui vit aussi dans le 93. Pendant le Covid, il crée une association qui s'appelle Banlieue Santé, où les gens de la banlieue, c'est vous les gens de la banlieue du 9-3 et tout, etc.
Voilà. Et il fait un constat. Les gens de la cité vont pas chez les médecins. Ils n'ont pas accès à Doctolib, l'application qui permet de faire une consultation en ligne. Ils ne savent pas faire. Il y a la fracture numérique. Pour eux, ils prennent le téléphone, ils font notre vocal sur WhatsApp, ça y est, c'est fini. Sauf que tu n'as pas acheté le dernier iPhone pour faire que ça. Ok, il se pose, il se dit, je veux lutter contre cette fracture numérique et permettre l'accès à la santé aux plus éloignés du numérique. Avec un pote à lui, pendant le Covid, il crée une application qui permet aux personnes qui sont éloignées du numérique et des systèmes de santé de pouvoir avoir accès à un médecin en ligne. Il crée ça, machin, etc. Donc, il crée ce qu'on appelle la santé communautaire. L'association a cette force-là de pouvoir créer des communautés. Et la communauté a cette énergie de donner de la force. Donc, il crée l'application avec son pote. Donc, c'est une association de plusieurs personnes qui ont le désir de permettre de faire en sorte que la santé soit accessible aux plus éloignés. Et donc, il crée, il se bat et tout, etc., machin, il travaille dessus et tout et tout. Et au final, les gens de sa ville, dans 93, ont plus accès à cette application-là. Donc, on constate, ils regardent, ils mesurent, et donc, il y a une diminution du Covid dans cette zone-là. Les pouvoirs publics s'intéressent à ça, le contact, la maire et tout, députés, machin, sont contents. Et puis, il lui demande comment il a fait. Donc, il explique son process. Et en faisant ça, il crée aussi de l'emploi. Puisqu'il crée une association, il emploie des personnes, et puis les gens se mobilisent. Une vraie mobilisation. Il m'a dit, écoute, moi je veux avoir de l'impact, mais pas que dans ma cité. Moi je vois mon impact partout dans le monde. C'est un truc de ouf ce que j'ai fait. Et je dis, ok, d'accord. Il a tellement cru en son impact. Son désir était tellement fort que la fondation de Michelle Obama, la fondation Obama, a pris contact avec lui, l'a fait venir à New York pour qu'il puisse mettre en place le même process de santé communautaire à New York. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut voir grand. Pas seulement s'attacher effectivement aux subventions publiques, etc. D'aller chercher qu'est-ce que le monde a besoin. Mon quartier représente le monde. Moi, je crois que mon quartier aujourd'hui à Windsor représente le monde. On est le monde. En quoi le monde là-bas de l'autre côté ou de je sais pas moi de l'autre côté de l'Afrique ou de l'autre côté de l'Occident a plus d'importance que mon monde. Mon monde a autant d'importance et je vais l'installer. Donc, mon projet, les gens qui participent à ce projet-là, le monde doit savoir qui ils sont. Moi, je suis là pour dire qu'on va sortir les personnes de l'invisibilité et dire le bien qu'elles font à leur communauté. Et on va chercher, on va faire de la veille. On fait de la veille scientifique, on regarde un peu sur Internet, Google, moi j'utilise Google. Quelles sont aujourd'hui je tape subventions privées pour projet impact social en Afrique. Et en fin d'année 2024, je suis tombée sur une fondation en Afrique du Sud qui accompagnait toutes les actions à impact social et démocratique et citoyenne auprès de la jeunesse. Les pays cibles, c'était les pays il y avait la RDC, le Congo-Brazzaville et le Cameroun pour l'Afrique centrale. Mais les gens ne le savaient pas. Et c'est dommage. Et la subvention, elle était à hauteur de 30 000 € quand même. Ça. Donc il y a cette notion de veille comme vous avez dit. Et exactement. Ce que vous avez raconté sur votre ami, c'est vraiment ça inspire parce qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, on ne voit pas au-delà, on voit juste dans nos quartiers, on essaie de se concurrencer entre nos jeunes et ça n'aide pas en fait. On doit voir au-delà de notre quartier. C'est vrai, comme vous avez dit, mon quartier, c'est mon monde et on peut commencer par là et avoir un projet qui a de l'impact qui sort parce que votre ami, à la base, il n'est pas tout de suite allé chercher le monde, mais il a résolu un problème dans son quartier. Il s'avère que quelque part dans le monde aussi, on avait besoin de cette même solution-là et c'est ce qu'on ne voit pas. Et le thème, c'était comment financer un projet social sans dépendre de subventions. Vous avez, on a débordé même. On ne pouvait pas vous arrêter. Donc, on va s'arrêter là, Madame Mariam, en espérant qu'on ait un autre rendez-vous prochainement. De la Fondation Angélus, on va mettre en place une masterclass autour de ça, enfin en tout cas un atelier autour de ça, ce qui nous permettra de continuer notre conversation. Exactement, voilà. Donc, pour ceux qui voudront continuer cette discussion avec Madame Mariam, on va se retrouver, sans doute il y aura des dates et tout. Merci beaucoup, Madame Mariam, pour... Ok, donc merci aux auditeurs de la RTE. On se dit à très bientôt.